Salut tout le monde, ici Stéphane Rostamanien, bienvenue dans ce 4e épisode de Lanceur d'Arrête. Aujourd'hui c'est un numéro un petit peu spécial, oui parce que vous allez remarquer qu'il est un petit peu plus long que d'habitude. Vous allez aussi remarquer que nous avons un invité, François Proulx-Dupéré, secrétaire général du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN. Et peut-être que vous avez cliqué en vous disant « Oh, l'esclavage, c'est un titre sensationnaliste », alors je clique. Mais vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas sensationnaliste. C'est un titre qui représente la réalité au Québec, au Canada, en 2025. Alors oui, aujourd'hui, on parle des personnes immigrantes, on parle des défis qu'ils ont à traverser. Et on le fait avec François qui consacre énormément de temps et d'énergie pour accompagner ces personnes-là. N'oubliez pas de partager le podcast. N'oubliez pas de nous mettre des reviews positives sur les plateformes, de partager nos contenus sur les réseaux sociaux. Ça va aider à diffuser le message et je vous dirais que peut-être que cette fois-ci, il est encore plus important que le message soit diffusé. Alors sans plus attendre, bienvenue à Lanceur d'Arrête. Donc, aujourd'hui, on est avec François Proulx-Dupéré, qui est mon ami, mais qui est aussi le secrétaire général du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches. François, bonjour. Salut Stéphane, ça va bien? Ça va très bien, merci d'être là. Tu es le premier invité du podcast Lanceur d'Arrête. Est-ce que tu pourrais commencer par nous dire où on est présentement? Oui, merci de l'invitation Stéphane, c'est vraiment fort apprécié. En tant que camarade et ami, je suis choyé d'être une de tes premières personnes invitées. Là, en fait, on est vraiment au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN. Donc, on est dans nos locaux. Nous, on représente là, les 250 syndicats, grosso modo, là, de toute la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Fait que ça couvre de Portneuf à Charlevoix dans la capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches, l'ensemble des régions là, qui vont jusqu'aux lignes et jusqu'en Estrie, là. Puis toi, si tu peux te présenter en quelques mots. Oui. Moi, je suis secrétaire général depuis les 7 dernières années. Je suis aussi éducateur de formation. Donc, ça fait quand même 12-13 ans que je m'implique syndicalement dans mon syndicat local, d'abord en services sociaux ici dans la région. Ensuite, après la fusion Barrette, dans un énorme syndicat de 6-7 000 membres où j'ai été président. Puis maintenant, à titre de secrétaire général là, au Conseil central depuis 2019. Et justement, est-ce que tu pourrais nous résumer qu'est-ce que c'est le Conseil central? Là, tu as dit que vous représentiez plusieurs syndicats. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un peu la CSN régionale? Oui, souvent, ce qu'on dit là, pour faire image, là, c'est que on est la CSN dans Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, il y a 13 régions, là, il y a 13 conseils centraux à la CSN. Fait que nous autres, on est dans les plus gros. On représente 250 syndicats, comme je le disais, dans les deux régions, mais on représente autour de 50 000 membres. Donc, dans ces 50 000 membres-là, c'est important de voir qu'ils proviennent des syndicats de tous les secteurs. Fait qu'on a autant des gens du secteur public que du secteur privé. En fait, la CSN est vraiment partout dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches, puis elle représente des gens de tous les secteurs. C'est très, très, très pluriel. Puis nous, l'affiliation, elle est régionale. Ce qui est trippant aussi, c'est que nous autres, on est vraiment dans tout ce qui sort de la convention collective. Fait que dans la CSN, il y a des fédérations, il y a des personnes négociatrices qui négocient là, les conditions de travail à proprement dit, mais nous autres, on fait à peu près tout ce qui est en dehors de ça. On est vraiment dans les conditions de travail plus larges et surtout les conditions de vie. Fait que, tu sais, mettons, pour Stéphane, pour te donner un exemple, c'est nous qui mettons de l'avant toutes les luttes féministes, les luttes antiracistes dont on va parler ici aujourd'hui énormément avec les relations interculturelles, toute la question de l'environnement, de la transition juste, les luttes pour la santé et sécurité au travail, tout ce qui sort de la convention collective, mais qui a de l'impact pour les travailleuses et travailleurs au quotidien, dans leur vie et pour leurs conditions de vie. On peut parler aussi de logement, on peut parler aussi de tout ce qui est des liens politiques avec les villes, avec le provincial, avec le fédéral. On est beaucoup dans les médias aussi, on accompagne les syndicats là-dedans, on fait de la formation avec les syndicats. Fait qu'on ne chôme pas, comme on dit. Là. Souvent, on a l'image des syndicats qui sont là juste pour les conditions de travail, donc tout ce qui est relations de travail. Mais c'est vrai que, puis c'est pour ça que je t'ai demandé de venir à Lanceur d'Arrête, c'est de toute la lutte que tu as appelée tantôt le deuxième front, et en particulier
l'accompagnement des travailleurs immigrants, parce que, ben oui, aujourd'hui, c'est le sujet de l'épisode. Et donc, je suis content que tu as mis la table pour dire que, effectivement, les syndicats, la CSN en particulier, vont accompagner les travailleurs immigrants dans leur parcours. Et justement, je voulais qu'on parle un peu de leur parcours. Toi, ta perception d'un travailleur immigrant qui arrive au Québec, si tu devais nous décrire, c'est quoi qu'il a traversé avant d'arriver? C'est quoi qu'il vit en arrivant? Mais tu sais, mettons, si on prend la région, mais si on prend le Québec, là, la grande majorité des travailleurs étrangers temporaires ou bien issus de l'immigration, là, parce qu'ils n'ont pas tous et toutes des permis de travail fermés. Il y en a qui ont des permis de travail ouverts, il y en a qui sont demandeurs d'asile, etc. Mais ils proviennent de plusieurs endroits, mais généralement, ils proviennent soit de l'Amérique latine, soit d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. On remarque que, premièrement, ils viennent de ces trois endroits-là vraiment importants, en nombre. Deuxièmement, c'est du monde qui, généralement, ils n'arrivent pas seuls. Ils arrivent avec leur famille. Puis, l'objectif principal, c'est toujours d'améliorer leur qualité de vie. Souvent, ils sont dans des pays du tiers-monde ou des pays émergents. Ces gens-là, normalement, ce qu'ils veulent faire, c'est améliorer leurs conditions de vie puis donner les meilleures chances possibles à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs conjoints, d'évoluer dans un état de droit, puis de deux, dans un endroit où les salaires puis les protections sont souvent plus intéressantes et les amènent à avoir beaucoup plus de positifs que de négatifs. Fait que, bon, première affaire qu'ils veulent faire, augmenter leur qualité de vie. Après ça, c'est compliqué sans venir ici au Québec. Il y a toutes sortes de contextes dans lesquels ils le font, mais souvent, ils laissent à peu près tout derrière. La langue est différente. Les mœurs sont différentes. La culture est différente. Même des fois, là, on rit au Québec, là, mais le climat est vraiment aride. Là, on a 4 saisons. Fait qu'il y a un paquet de ces camarades-là, les travailleuses et travailleurs, qui arrivent de l'Amérique latine, où on a pas seulement une saison, mais où les variations de température et de climat sont moins importantes dans l'année. Fait qu'arriver ici, là, souvent, Boucard Diouf disait qu'il y a un choc thermique. Il n'y a pas juste un choc culturel, il y a un choc thermique. Ben, moi, je vous le dis, c'est vrai, puis on s'en fait parler au quotidien. Fait que presque tout le temps, ce monde-là part de chez eux parce que les conditions de travail sont difficiles, les conditions de vie sont pas faciles. Souvent, l'état de droit est chambranlant. Ceux qui sortent de la boîte un peu, qui sont impliqués socialement ou qui sont impliqués politiquement, s'ils ne sont pas du bon bord, du pouvoir, souvent, ça les place, ça les met à mal ou ça les met dans le trouble. Fait que c'est une porte de sortie intéressante pour repartir en se donnant le plus de chances possible d'avoir un avenir qui est plus florissant pour leur gang. Fait que, tu sais, ça peut paraître vraiment tripant comme ça, mais les étapes sont vraiment intenses. Fait que, tu sais, de vivre l'exil, c'est de laisser sa famille, laisser ses amis derrière, c'est vivre l'isolement, puis c'est d'arriver ici avec rien. Souvent, on ne parle pas la langue, on ne connaît pas les institutions. Pour ceux qui sont chanceux ou chanceuses, bien, ils ont trouvé un emploi d'avance. Mais bon, on va y arriver un petit peu plus tard. Là. Les conditions d'emploi pour les travailleurs étrangers temporaires qui ont des permis de travail fermés sont souvent vraiment pas évidentes, sont carrément associés à un seul employeur, puis ils vivent une grande vulnérabilité à cause de ça. Fait que je dirais, les étapes qui les amènent ici, préalables, sont vraiment importantes. Souvent, ils ont l'impression que tout va bien aller lorsqu'ils arrivent, mais il y a différentes embûches qui se placent vers eux. De un, il faut qu'ils se logent lorsqu'ils arrivent. Puis, tu sais, si on pense qu'il y a des pénuries de logements, là, c'est prouvé. Là, des organismes comme le FRAPRU ou d'autres organismes de défense des locataires là, en font état, là, puis ils font des dénonciations tout le temps qui sont importantes. Mais maintenant, là, la crise du logement a rejoint l'ensemble des villes et des villages au Québec. Fait que, normalement, lorsqu'une famille arrive ici, c'est un défi important déjà de se loger. Là, je ne veux pas prendre trop d'avance, mais des fois, les entreprises, les shops, les organisations qui les accueillent leur fournissent des endroits, mais souvent, c'est vraiment pas intéressant, c'est trop petit, ça peut être souvent insalubre, ça ne répond pas aux besoins de tout le monde, etc. Fait que rapidement, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de trouver un logement qui fait du sens. Puis pour acheter, imaginez, c'est complexe pour les travailleurs locaux en ce moment. Fait que pour les travailleurs étrangers ou issus de l'immigration, c'est encore plus compliqué. Fait que normalement, lorsqu'ils arrivent ici, le choc culturel embarque. En tout cas, tous ceux qu'on rencontre, là, toi puis moi, on en rencontre un paquet, là, ils sont tous hyper ouverts, ils veulent apprendre, ils veulent s'intégrer rapidement, ils veulent essayer d'apprendre la langue. Ils sont vraiment all-in à ce niveau-là. Ben, tu sais, c'est sûr que
Puis tu l'as très, très bien décrit, mais tu sais, la personne immigrante qui vient ici pour se mettre sur le bien-être social, là, c'est un mythe, ça n'existe pas. Il y en a peut-être quelques-uns, mais parce qu'ils ont subi un accident de la vie et encore. Puis je trouve ça intéressant ce que tu nommais parce que dans le fond, on entend parfois qu'ils sont les causes de la crise du logement, mais en fait, ils en sont des victimes comme les autres citoyens du Québec. Puis je vais revenir sur le choc culturel. Je pense qu'il y a, avec les travailleurs qu'on accompagne, on a aussi j'appellerais ça un choc administratif parce que c'est tout qu'un parcours du combattant là, de franchir toutes les étapes administratives. Quand tu maîtrises tranquillement la langue petit à petit, on ne peut pas vraiment dire que le gouvernement fait des efforts pour les accompagner correctement. Je sais que ici au Conseil central, puis je ne ferai pas de cachette, hein, je le sais parce que je fais partie du comité avec toi, mais on accompagne des travailleurs immigrants. Je me souviens d'avoir fait quelques petites recherches sur certaines démarches à faire. Et moi qui connais bien quand même le système politique au Québec, au Canada, qui parle la langue de façon courante, moi, je trouvais ça compliqué. Et ça, c'est vrai que ça ouvre la porte à se faire un peu avoir par des agences, des avocats d'immigration qui leur chargent à grands frais, qui font un peu de la spéculation sur le rêve de ces gens-là, quoi. Puis je pense qu'avant de juger une personne immigrante, je pense qu'il faut se rappeler de ça. Et c'est le but de l'épisode aussi aujourd'hui, qu'on remette les pendules à l'heure parce qu'il y a énormément de préjugés qui sont véhiculés par les médias, mais aussi par la classe politique. On l'a un petit peu abordé tantôt, mais je veux qu'on y revienne parce que je veux qu'on mette les points sur les i là-dessus. Là, François, quand on entend dire que la crise du logement, c'est la faute des immigrants, que le manque de place dans les écoles, dans les hôpitaux, c'est la faute des immigrants, là, je pense qu'on va le dire une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et tu dis vraiment bien ça, là, Stéphane. C'est un mensonge éhonté. Là. Ça a pas de. Puis là, je fais vraiment attention pour ne pas me mettre à sacrer parce que tu me connais bien. Mais ça n'a pas de foutu bon sens de mettre la crise du logement sur le dos des travailleuses et des travailleurs issus de l'immigration. Cette crise-là, là, on l'a laissé s'exacerber depuis des décennies au Québec et au Canada. Le fédéral se traîne les bottines. Ça fait 40 ans qu'ils construisent à peu près plus de logements sociaux, puis qu'ils laissent les promoteurs immobiliers, puis les possédants augmenter sans arrêt, de façon éhontée, le prix des logements. Puis après ça, on se pose la question, comment ça qu'on tombe en crise? On l'a dit tantôt, partout dans les villes et les villages, dans les centres urbains, c'est pire, mais c'est répandu à la grandeur du Québec. Puis la crise du logement, là, on va se le dire, était déjà là avant que les vagues d'immigration soient plus importantes depuis la pandémie. Puis une autre affaire, là, les vagues d'immigration sont importantes. Là. Pourquoi? Parce qu'on voulait faire continuer à rouler le système. Fait que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral là, sont vraiment hypocrites parce qu'ils partent à l'étranger, ils jouent du violon aux personnes, ils disent « Venez-vous-en, on va vous accueillir à bras ouverts, vous allez voir, vous allez avoir de l'ouvrage, vous allez pouvoir profiter de protection sociale, des services sociaux, du système scolaire. » Puis quand on arrive après, là, tout ce qu'on fait, c'est lui mettre des bâtons dans les roues. OK? Ça, c'est la première affaire. Fait que ça, c'est inacceptable. Puis nous autres, à CSN, puis dans les mouvements sociaux, on va toujours le dénoncer, cette affaire-là. Fait que de répéter que la crise du logement sans arrêt, là, la coalition Avenir Québec, la coalition Passé Québec, bien, ils tirent non seulement dans le pied des travailleuses et des travailleurs, mais ils tirent dans la chaloupe. Ils ravivent les braises de l'intolérance. Là. Les personnes qui peuvent avoir des difficultés avec les gens d'ailleurs, etc., ils attendent rien que des leviers comme ça de la part du gouvernement pour pogner ça comme dossier puis dire « On le sait bien, c'est la faute des immigrants. » Mais c'est plus que faux, c'est archi-faux. Parce qu'ils le savent très bien que ça ne fait aucun sens de mettre ça sur le dos des personnes issues de l'immigration, puis ils le font quand même parce que ça leur donne plus de lousse probablement sur d'autres dossiers sur lesquels ils se traînent les pattes. Ça c'est la première affaire. La deuxième affaire, toi, tu disais, Stéphane, t'es né en Europe, t'es né en France, puis quand t'es arrivé ici, tu parlais la langue. Fait qu'imagine si t'arrives d'Asie du Sud-Est, d'Afrique, ou d'Amérique latine, tu ne parles pas la langue, il faut que tu te démêles dans tout ça. Cette paperasse-là, c'est compliqué. Pourtant, quand ils font des missions à l'étranger puis qu'ils disent aux gens « venez-vous-en », c'est pas ça qu'ils laissent miroiter. Ils laissent miroiter un avenir puis quelque chose d'intéressant. Mettons, faisons un petit croche, là, parlons des agences. Tu sais, il y en a des agences qui vont se présenter d'un bon côté. Ils vont dire « nous autres, on est en mesure
de vous aider à trouver un emploi, à trouver un logement, etc. Mais souvent, ils passent par les employeurs. Les montants qu'ils chargent aux employeurs, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, souvent, juste pour l'octroi d'un permis de travail fermé ou d'un permis de travail ouvert, qui pourrait demander essentiellement une demi-heure, 1 heure d'ouvrage à quelqu'un qui a certaines compétences là-dedans, bien, on va charger 3, 4, 5 000 $ par personne. Fait que, tu sais, ces agences-là, là, ils font de l'argent sur le dos des immigrants, ultimement, puis des personnes en situation d'immigration. Puis ça, c'est pas acceptable non plus. Fait que nous autres, là, comme Conseil central, comme syndicat CSN dans Québec-Chaudière-Appalaches, quand on a vu carrément le visage des syndicats changer depuis l'arrivée de la pandémie, c'est encore plus important. Quand on a vu qu'il y avait 10, 15, 20, 25, 30 % de la main-d'œuvre dans certains syndicats qui provenaient d'ailleurs, bien, ce sont des membres, il faut les aider, tu sais. Puis ces gens-là vivent de la détresse, puis ils sont vulnérables. Alors, il faut absolument les aider parce que c'est des humains, d'abord et avant tout, qui ont des rêves, qui ont des aspirations. Fait que nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va s'organiser, on va se mettre ensemble. Tantôt, tu parlais d'un comité. On a fondé un comité avec des gens qui sont issus notamment de l'immigration, puis des gens dans les syndicats pour qui c'est important l'intégration des personnes immigrantes. Puis ce comité-là, il est super actif. Il se promène dans les syndicats, il accompagne des groupes, il donne des formations. On a mis en place une banque de personnes ressources pour faire de l'interprétation puis de la traduction. Ça, c'est pour augmenter la communication avec les membres. Puis il faut être capable de les rejoindre pour que, 1, ils connaissent c'est quoi l'état des lieux ici, de 2, l'état du syndicalisme, de 3, les différences entre souvent les syndicats dans leur pays d'origine puis le syndicalisme au Québec. Prendre le temps avec eux autres d'expliquer le syndicat au Québec, il est libre, il est démocratique. Là, je reviens, Steph, à notre comité. Bien, ce comité-là, c'est pour ça qu'il y a quand même un beau rayonnement puis qui est capable de se promener partout dans Québec-Chaudière-Appalaches. Par exemple, dans une grosse shop de construction de ponts et d'acier en Beauce où on est allé, il y avait eu des petits accrochages entre les travailleurs locaux et les travailleurs étrangers. On est allé faire une journée complète de travaux avec eux autres, de formation, pour que les gens apprennent à se connaître, se reconnaître et s'accepter. Ça a donné des super bons résultats. Mais là, on a développé de plus en plus d'expertise. Quand Olimel a annoncé sauvagement qu'il fermait sa shop à Vallée-Jonction, puis qu'il allait avoir 1000 emplois qui allaient être supprimés d'un coup, il a annoncé ça 8-9 mois à l'avance. Bien, il y avait, sur les 1000 personnes, il y avait 125 travailleurs et travailleuses issus de l'immigration qui avaient presque pour toutes et toutes des permis de travail fermés. Bien, ce monde-là, là, il se retrouvait avec des pertes de droits importantes. Fait que, on a appris à les connaître, on s'est rapproché d'eux autres, on les a aidés pour la francisation, on les a trouvé une place où ils peuvent faire leur test de français pour qu'ils obtiennent leur certificat de sélection du Québec, qu'ils puissent faire leur test des valeurs, puis pour plusieurs, on réussit à obtenir leur résidence permanente. Ça, c'est des gains incroyables pour du monde comme toi puis comme moi qui sont arrivés ici puis qui disent « Ah ben, le gouvernement, il m'a peut-être laissé tomber, mon employeur m'a peut-être laissé tomber, mais mon syndicat, lui, il sera toujours là puis il sera toujours solidaire. » Tantôt, on faisait des jokes avant de commencer le podcast, là, mais c'est très sérieux. Nous autres, notre prémisse au comité puis à la CSN dans la région, on dit une injustice faite à une personne, c'est une injustice faite à toutes les personnes. Absolument. Puis la classe ouvrière n'a pas le temps de se reposer parce qu'eux autres, les boss, puis les droitistes, puis les patrons, ils ne se reposent pas, puis ils ont du cash, puis ils sont organisés. Absolument. Nous autres, on ne va pas se laisser faire, puis on ne va pas laisser personne derrière, puis on ne va certainement pas laisser les travailleurs puis les travailleuses qui arrivent d'ailleurs se faire briser leurs rêves à grands coups de demandes, de paperasse compliquées, puis tout ça. Fait qu'on va les accompagner là-dedans, puis on va les aider. C'est ça qu'il faut faire. Là, j'aurais envie qu'on parle de quelque chose, Stéphane. Vas-y. Début novembre 2024, le gouvernement du Québec a annoncé un gel de l'immigration au Québec. Fait que, au début, évidemment, ça fait peur puis ça fait pas de sens. Ça n'a aucun bon sens pour toutes les raisons humanistes qu'on connaît. Mais au début, on s'est dit, ils vont probablement annoncer un gel puis ils vont dire aux gens, avant de venir au Québec, bien, on pourra pas vous accueillir tout de suite parce que pour les 8 prochains mois, on met un gel sur l'immigration parce que, selon eux, il y avait des choses à régler. OK? Moi, je suis pas d'accord, puis toi, tu n'es pas d'accord, mais selon eux, il y avait des choses à régler. Mais non, c'est pas seulement aux gens qui sont pas encore arrivés au Québec qu'on a dit ça. On a dit ça aux gens qui sont déjà ici, en sol québécois, pour lesquels ils sont arrivés avec des permis de travail fermés, des permis de travail ouverts. Fait qu'on leur a dit, pendant 8 mois, là, toutes vos démarches de certificat de sélection du Québec puis de régularisation de votre statut qui vont vous amener jusqu'à la résidence permanente et jusqu'à la citoyenneté, bien, vous ne pouvez plus le faire. Puis en plus, je te dirais qu'ils ne sont pas tout seuls, ces gens-là. Ils arrivent avec leur conjoint, leur conjointe, leurs enfants.
sais, leurs enfants vont à l'école ici, ils sont intégrés, ils ont des amis. C'est quoi, on claque des doigts puis ils s'en vont. C'est profondément déshumaniser ces gens-là. Ah, vous êtes là? Ah oui, vous pouvez plus, vous pouvez rentrer. C'est pas du bétail, ce sont des êtres humains. Mais le système, ici, il est raciste, il est postcolonial. Quand les gouvernements se rendent en mission dans ces pays-là, ils se comportent comme des maîtres et possesseurs des pays et des gens, un peu comme des arnaqueurs, un peu comme des escrocs, parce que quand on arrive ici, ben, comme tu l'as dit, c'est pas ce qui avait été prévu. Mais au-delà de ça, et là, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a des mesures institutionnalisées, étatiques, qui sont profondément racistes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas François Proudupéré qui le dit, c'est le rapporteur de l'ONU et c'est Amnesty International. On va revenir sur un rapport que Amnesty International a produit. Mais je veux t'entendre, François. Peux-tu nous résumer qu'est-ce que c'est un permis fermé et pourquoi quelqu'un comme le représentant de l'ONU, le rapporteur de l'ONU, dénonce ça en disant que c'est de l'esclavage moderne? Mais c'est vraiment une bonne question, puis je suis content qu'on en parle parce qu'il faut vraiment prendre le temps de dénoncer ça, là. Donc, le permis de travail fermé, là, ce que ça veut dire, c'est que c'est un droit de travailler ici au Canada, au Québec, que tu as pour un nombre défini de temps. La plupart du temps, quand ils ont commencé à en donner, c'était 1 an ou 2 ans, mais il te lie à un seul employeur, OK? Ce qui s'est passé, là, c'est que les employeurs s'en sont servis pour de la main-d'œuvre à bon marché. C'est ça. Souvent, les gens se blessent, ont des difficultés d'intégration parce que la langue est difficile. On coupe l'accès à la francisation, en plus, au gouvernement de plus en plus. Fait que ça fait pas ton affaire, c'est pas grave. Je te retourne dans ton pays, puis j'en amène un autre. Tu te blesses, tu as une lacération, tu travailles dans une usine de coupe de porc, tu peux plus travailler parce que tu es en arrêt de travail, c'est pas grave. On te retourne au Mexique, on te retourne aux îles Maurice, voilà. On amène ton frère ou ta sœur ou un de tes amis que tu connais. Comme tu dis, ces gens-là ne sont pas du bétail, ça ne fait aucun sens. Le permis de travail fermé aussi, là, ce qui est vraiment crasse là-dedans, là, c'est qu'il crée 2 classes de travailleurs. Des gens qui sont ici puis qui peuvent aller d'un employeur à l'autre faire valoir leur rapport de force à titre de travailleur lorsqu'ils sont mécontents des conditions de travail ou de la façon dont ils sont accueillis, et des gens qui ont des permis de travail fermés. Donc, qui sont obligés de subir, entre parenthèses, toutes les rafles et toutes les offres que les employeurs peuvent bien leur faire subir. Difficulté de logement, difficulté d'intégration. C'est pas grave si on ne te parle pas dans ta langue puis tu comprends pas puis tes problèmes de santé et sécurité au travail. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, là, ben, les travailleurs, souvent, quand ils arrivent, ils n'ont pas nécessairement tendance à dénoncer parce qu'ils savent que s'ils dénoncent leur employeur, lui, il peut juste mettre fin au permis de travail fermé puis dire « Ciao, bye, tu te retournes chez vous ». Mais eux autres, il faut se rappeler qu'ils vivent l'exil. Ils ont vendu leur maison, ils ont quitté leurs amis, ils ont quitté leur famille. Fait que souvent, ça les place dans une situation de vulnérabilité extrême. Fait que le rapporteur spécial de l'ONU là, qui a été envoyé, là, il a fait rapport, puis il a observé des choses, puis il s'est dit précarité des travailleurs, vulnérabilité des travailleurs, hausse des accidents non déclarés, problèmes de santé psychologique, détresse psychologique suite à l'exil. Les gens sont j'allais dire de la chair à canon, mais je pense que c'est même pas exagéré. Ils arrivent ici, un trou, une cheville, tu te blesses, je vais en appeler un autre. Fait que ce permis de travail-là, qui ne servait essentiellement que les employeurs pour avoir de la main-d'œuvre, il ne sert pas les travailleuses et les travailleurs. Fait que nous autres, ce qu'on a essayé de faire, c'est de naviguer à travers ça puis accompagner les travailleurs. Fait que quand le rapporteur spécial de l'ONU vient taper ses doigts du gouvernement fédéral puis du gouvernement provincial à cause de leur action, il faut prendre ça très au sérieux parce que c'est grave. C'est pour ça que nous autres, à CSN, on a milité, puis on milite encore pour l'ouverture des permis de travail. Fait que, il y a à peu près 2 ans, là, en 2023, le ministre fédéral, c'était Marc Miller à l'époque, il a parlé d'un programme de régularisation des personnes sans statut, puis d'un programme de régularisation pour les personnes qui avaient des permis de travail fermés. Et sans être cynique, on y a cru un peu, mais rapidement, on s'est rendu compte, puis en plus, ça devient plein de partisanerie crasse, cette affaire-là, là, dès que les libéraux se sont rendus compte que des conservateurs s'en venaient puis qui augmentaient dans les sondages, mais ils ont backtracké, ils se sont retirés de ces programmes-là, puis là, ils font le contraire, ils mettent du sable dans l'engrenage, puis ils compliquent la vie de ces travailleurs-là. Fait que je reviens à ta question de base, excuse-moi, je m'emporte un peu, mais c'est que le permis de travail fermé oblige la personne à travailler pour un seul employeur et à cause de ça, ça le place dans une situation de vulnérabilité extrême. C'est pour ça que nous autres, on demandait l'ouverture des permis
et la régularisation de toutes les personnes sans statut. Là, il y a une autre affaire, c'est que les politiciens, ils se gâtent sur le dos des immigrants, ils font des affaires qui n'ont pas de sens. Ils disent que les immigrants, ils les appellent de plus en plus les illégaux, tu sais. Mais ils ne sont pas illégaux, ils sont en situation d'irrégularité. Ce pas des délinquants. Ils n'ont commis aucun délit. Ils sont ici, leurs enfants vont à l'école avec les nôtres. Ils font du sport, ils font des arts et de la culture. Ils sont dans la même communauté que nous autres, ils sont dans la même société. Ils sont déjà intégrés. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est d'ouvrir les permis de travail. Le capitalisme sert vraiment mal les travailleuses et travailleurs parce qu'il dit l'argent, elle peut se promener, mettez-en dans les paradis fiscaux, les gouvernements se bouchent le nez, ils n'interviennent pas dans les paradis fiscaux, ils laissent les ultra-riches continuer de s'enrichir. Le capital, lui, puis l'argent se promènent n'importe comment, comme il veut. Mais après ça, le monde n'a pas le droit de se promener. Ça n'a pas de sens. Ça montre à quel point le système est inhumain. On prend ces gens-là comme c'est de la main-d'œuvre, mais on oublie que c'est des êtres humains qui ont un vécu, qui ont tellement plus à apporter qu'un apport à l'économie qui est indéniable. Parce que économiquement, renvoyer tous les immigrants dans leur pays, comme notre voisin du Sud veut le faire, c'est totalement impossible de maintenir l'économie à flot. Mais au-delà de ça, cet argument-là, moi, je l'aime pas trop parce que l'argument numéro 1, c'est humainement, ça se fait pas. C'est des gens qui apportent à notre société. Puis, il faut jamais oublier qu'ils construisent le Québec avec nous, ces gens-là. Je veux revenir sur ce que tu as dit tantôt. Le rapporteur spécial de l'ONU dénonce, puis il mâche pas ses mots, là. Il dit les mots « esclavage moderne ». Et moi, je serais un représentant politique canadien ou québécois, je serais gêné, là. Je me cacherais. Là. Voyons, on vient de me dire que j'ouvre la porte à l'esclavage moderne. Hey, eux, même pas. Là. Ils sont tellement sûrs de leur affaire. En fait, ils sont tellement au service des puissants et des riches que pour eux, cette espèce de paradoxe, ils s'en foutent complètement. Et même, comme tu disais, ils font de la petite politique aérée là-dessus. Ils avancent. Après ça, ils voient que ça ne marche pas. Ils reculent, tout ça. Puis, on vient de parler du rapporteur de l'ONU, mais il y a aussi l'organisme Amnesty International qui a sorti un rapport qui est sans appel, juste pour nommer aux auditeurs de Lanceurs d'Arrête, le titre du rapport s'appelle « Le Canada m'a détruite ». Et je vous dis que ce n'est pas un titre sensationnaliste, là. C'est un rapport de plus de 80 pages, extrêmement bien fourni, avec des recherches. Ils ont rencontré des travailleurs immigrants. Et pour les prochaines minutes, je veux qu'on se penche sur ce rapport-là, parce que ce rapport, c'est pas qu'il va plus loin que le constat du rapporteur de l'ONU, c'est qu'il va plus dans la réalité des humains et il va détailler davantage à quel point ce que tu viens de nommer par rapport au permis de travail fermé, non seulement c'est une atteinte à leur dignité de travailleur, mais c'est une atteinte à leur dignité d'humain. Je vous partage quelques petits extraits du rapport. Évidemment, je ne vous lirai pas les 80 pages, mais c'est écrit noir sur blanc, puis on s'entend. C'est pas François et Stéphane qui sont assis devant l'ordi et qui ont décidé de faire une thèse. On parle d'Amnesty International, un organisme extrêmement crédible. Ce qui ne veut pas dire que nous, on n'est pas crédibles, hein, François. mais je pense que, si je peux me permettre, Stéphane, oui, je pense que tu fais bien d'appuyer sur le bout Amnesty International, parce qu'Amnesty International joue depuis des décennies rôle de chien de garde important et souvent vont dénoncer des situations dans des pays du tiers-monde ou émergents qui vivent en dehors des démocraties, qui vivent dans des dictatures, qui vivent dans des démocraties déguisées, etc. Mais là, quand c'est rendu qu'Amnesty International frappe sur le Canada, on se rend compte que les travailleuses et les travailleurs, quand ils n'ont plus rien à perdre, là, la langue se délie, puis là, on apprend des vertes puis des pommures, puis ça fait vraiment, ça peut faire capoter. Amnesty International écrit que les politiques migratoires du Canada perpétuent la subordination raciale et l'exploitation au travail. Pensez-y, là, la subordination raciale. Ça veut dire qu'on considère qu'une race, même si une race, entre vous et moi, ça n'existe pas, mais qu'une communauté est supérieure à une autre. Et ça démontre du racisme systémique selon Amnesty International, qui revient là-dessus à plusieurs égards en disant que le programme des travailleurs étrangers temporaires est un programme qui met en place une violation systémique des droits humains. Je vais mettre le rapport sur le site Internet de Lanceurs d'Arrête. Vous pourrez aller prendre le temps de le consulter. Revenir aussi sur le fait que, avec la réalité que tu as exposée, François, concernant le fait que tu n'as qu'un seul employeur. Donc, si tu as un bon boss, c'est chouette. Mais si tu n'as pas un bon boss, tu es à sa merci, tout simplement. Et donc, ils disent que ça
Ça donne un pouvoir démesuré à l'employeur. Puis dans quelques instants, je vais vous nommer des témoignages qui sont à l'intérieur du rapport. J'invente rien. Puis l'autre aspect, c'est que c'est pas seulement une subordination par rapport à l'économie. Ils disent quand même dans le rapport que 70% des personnes qui bénéficient, entre guillemets, parce que le bénéfice, il reste à démontrer quand même, d'un permis de travail en vertu de ce programme-là, donc un permis de travail fermé. Mais la majorité de ces gens-là, 70%, viennent du Mexique, de l'Inde, des Philippines, du Guatemala ou de la Jamaïque. Donc, il y a quand même une dimension, j'aime pas le mot, mais il y a quand même une dimension raciale. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ce sont des anciennes colonies. Hein, la Jamaïque, les Philippines, l'Inde, c'est des anciennes colonies britanniques. Et Mexique, Guatemala, des pays d'Amérique latine, bien entendu. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et prenez conscience que ce qu'on va vous décrire, ça se passe ici, chez nous, chez vous, au Québec, au Canada. Et Amnesty International, quand il parle des violations aux droits humains, ben en fait, le rapport est catégorisé avec une liste de violations, de types de violations de droits humains. Pour certains, j'ai pris quelques petits extraits de témoignages de travailleuses, travailleurs. Donc, un peu comme François disait, quand ils n'ont plus rien à perdre ou quand c'est trop dur, ben là, les langues se délient et puis on apprend des horreurs. Je vous le dis, on apprend des horreurs. Parmi les violations aux droits humains qu'Amnesty dénonce, bon, la première est le vol de salaire. On ne s'étendra pas là-dessus. Donc, certaines personnes, soit ne sont pas payées, soit ne sont pas payées la somme qui était prévue à leur contrat. On a aussi des déductions abusives sur le salaire. Et là-dessus, François, j'ai un petit... je vais brièvement te lire un témoignage de travailleurs immigrants. Il y a des prénoms dans le rapport. Évidemment, ce sont des prénoms fictifs parce qu'ils veulent préserver l'anonymat. Donc, les prénoms que je vais vous nommer ne sont pas les vrais prénoms des travailleurs en question, mais quand même. Un travailleur mexicain qu'on appellera Daniel, il arrive au Canada pour travailler pour un employeur qui l'a fait venir. Et quand il arrive, Monsieur Daniel, malheureusement, il a une facture d'un peu plus de 5 000 $. L'employeur lui fait payer son billet d'avion, son hôtel pour la période de confinement parce qu'on se rappelle que c'était la pandémie. On lui demande de participer financièrement au transport, à l'assurance du véhicule, aux pneus d'hiver du véhicule, vous avez bien entendu, une assurance médicale pour les dépenses médicales. On charge des frais à Daniel quand il doit aller à l'hôpital, plus on lui fait payer la franchise. Au-delà de ça, on va y revenir un peu plus tard, Daniel travaille beaucoup plus d'heures que ce qui était prévu. Un autre travailleur qui s'appelle Anthony, et c'est la même chose, on lui charge le billet d'avion, on lui charge des frais qui n'étaient pas précisés dans le contrat. Et ce que je trouve extrêmement préoccupant, c'est que l'employeur a expliqué à Anthony, donc au travailleur en question, qu'il recrutait précisément des Mexicains parce qu'avec eux, il pouvait faire ces déductions-là. Vous vous rendez compte, là? C'est pas le dollarama des travailleurs, là. On prend un travailleur parce qu'on est capable de lui charger des frais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'un être humain au Canada? Rapidement, un dernier témoignage. 2 travailleuses, Sylvie et Hélène, travailleuses ivoiriennes, qui viennent travailler dans une maison de retraite et on leur charge l'hébergement, le transport, jusqu'à hauteur de 500 $ par mois pour l'hébergement, 100 $ pour le transport, alors que, évidemment, on leur avait promis un hébergement compris et le transport, apparemment, ne convient même pas à leurs besoins. François, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu aurais à dire pour réagir? Bien, premièrement, ça me met en colère terrible. Là. Ça n'a pas de bon sens. Et par contre, je tombe pas en bas de ma chaise parce que j'en ai entendu d'autres bien pires, puis de gens qui nous en parlent directement. Là. Fait que c'est des exemples qui sont vraiment nombreux. Tu sais, je pense à Daniel, là, le premier cas dont tu faisais état, la première personne. Tu sais, cette personne-là, elle va se retrouver probablement avec tellement peu qu'il lui reste au bout de la ligne. Fait que, tu sais, si tu arrives, il faut finalement que tu payes ton billet d'avion, puis en plus, le boss a dû payer une agence pour faire venir la personne, bien, il paye à 2 endroits, puis la personne, bien, elle arrive, elle doit 5 000 $ au boss. T'imagines-tu la situation de vulnérabilité dans laquelle ça place? Puis ça annihile complètement son rapport de force, ne serait-ce que pour faire des demandes qui seraient normales en lien avec le logement, l'intégration, le transport. Tout de suite en partant, il doit 5 000 $. Puis s'il travaille à 20 $ de l'heure, t'imagines-tu comment ça va prendre de semaines, voire d'années, avant qu'il soit capable de rembourser cet argent-là? Fait qu'il est pogné avec cet employeur-là. Ce qu'on se rend compte, là, c'est que les travailleuses et les travailleurs qui arrivent d'ailleurs souvent, puis je pense que ton troisième exemple est vraiment criant. Là. C'est une femme qui travaille en centre d'hébergement privé.
ou en RPA. Puis ça, on en a eu des exemples. Là. Il y a eu un exemple ici sur la rive sud de Québec, à Saint-Romuald de mémoire. L'établissement a été condamné, puis il a été dénoncé qu'il faisait vraiment de la traite de personnes. Il ne versait pas de salaire à cette personne-là. Il travaillait à temps plein, et ça depuis des mois. Il manquait quelque chose comme 6 mois de salaire. Tu sais, ça va bien au-delà du non-respect des lois. Il faut vraiment être malveillant pour faire ça. Mais malheureusement, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Les gouvernements, de par le système, donnent trop d'espace, puis les protections sont peu nombreuses. Fait que pour les travailleurs puis les travailleuses qui sont le plus vulnérables, parfois vont se retrouver dans des situations absolument abominables. Si, à un moment donné, tu regardes ta paye, là, puis tu gagnes entre le salaire minimum, qui est à 15 et 75 $, puis mettons 22 piastres de l'heure, parce que moi, pour des jobs qui sont non spécialisés, là, quand je regarde le commerce ou les industries ou les shops, là, c'est à peu près tout le temps ça qui se passe, là, même pour des personnes syndiquées. Là, on gagne entre le salaire minimum et 22-23 piastres de l'heure. Enlever de tout ça une cote pour le logement, une cote pour le transport, une cote pour le char qui te garde, là, bien, ce monde-là, des fois, là, ils doivent gagner 7, 8, 10 piastres de l'heure. Puis quand ils viennent, là, souvent, ils se disent « Je vais avoir des bonnes conditions de salaire. Je m'en vais au Québec et au Canada. Je ne peux pas croire que ma situation va être pire que dans mon pays d'origine. » Puis souvent, ils essayent de mettre de l'argent de côté pour en donner à leur famille puis à leurs cousins, cousines. Bien, ils se ramassent avec l'argent qu'ils envoient à eux à se retrouver en situation de pauvreté puis d'extrême vulnérabilité. Tu sais, ils sont entassés plusieurs dans des logements qui sont trop petits parce qu'ils sont fournis par le boss qui essaie de sauver le plus possible. Puis là, on n'est pas embarqué dans tout le volet des travailleurs agricoles migrants qui, eux, sont sur des permis de travail fermés, que tantôt je parlais d'1 an ou 2, mais des fois, sont sur des permis de travail fermés de 3 mois puis de 6 mois, eux autres. Là. Dans le fond, viens-t'en ici de 3-6 mois, là, m'a te vider complètement là, avec ta sueur puis ton sang là, de ta force de travail. Puis quand tu vas être trop brûlé, là, ben, m'a t'en retourné. Là, je fais attention, pas sacré, tu me vois. Là. Je vais t'en ramener un autre. Puis m'en ramener un autre. Je vais en ramener un autre. Ces gens-là, ce sont des personnes d'abord et avant tout. Puis nous autres, comme mouvement syndical, on ne peut pas rester les yeux fermés là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on milite activement, autant dans le sociopolitique, dans nos syndicats, pour accompagner ce monde-là, puis leur donner tout l'accompagnement qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent s'émanciper, puis essentiellement, après, se défaire de leur chaîne, de leur permis de travail fermé, d'avoir une résidence permanente, puis pouvoir rester ici, puis avoir intégré la société québécoise. C'est pas normal que quand que toutes les déductions sont enlevées, que ce monde-là, il leur reste des pinottes pour vivre puis qu'ils n'ont même pas assez pour en envoyer dans leur pays d'origine. Puis pour plusieurs, pour m'avoir donné des exemples, soit dans l'hôtellerie ou dans le commerce, ils finissent par retourner effectivement au Mexique ou ailleurs parce qu'ils disent hey, avec tout ce que je vis comme exil puis comme difficulté de ne pas être proche de mes amis puis de ma famille, s'il faut en plus que je sois pauvre dans un pays développé qui est super riche, ça va être correct, là. Je vais retourner chez nous. Absolument. Puis au moins, je vais être proche de ma famille puis des miens, là, tu sais. Fait que moi, là, les exemples que tu donnes, j'y trouve atroces, mais on a déjà entendu des bien pires. Puis si le monde pouvait... Si leur langue était plus déliée, parce qu'ils n'étaient pas en situation d'extrême vulnérabilité à cause de la nature des permis de travail, là, ben on entendrait encore plus de ça. Là. Tantôt, tu as parlé de traite de personnes, mais c'est clairement ça. Puis j'aimerais que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, mettez-vous à la place du frère de ce travailleur, de cette travailleuse, de leur mère. Votre enfant, il est dans un autre pays et il vit des conditions comme ça atroces. Je vous préviens, les prochaines sont peut-être encore plus dures pour le cœur. Le nombre excessif d'heures de travail, ben François, tu l'as nommé. On a des exemples dans le rapport d'Amnesty, des gens qui travaillent jusqu'à 20 heures par jour, qui font... Il y a un travailleur agricole qui a un troupeau de 250 bêtes à s'occuper tout seul. Pensez-y, là, si c'était un travailleur québécois, blanc, est-ce qu'on tolérerait ça? Jamais de la vie. Là, lui, il est supposé tolérer ça. Et pourquoi il ne peut pas parler? Parce que, ben, comme François l'a bien nommé tantôt, si c'est pas toi, ça sera un autre. Si ça, c'est pas de la traite des personnes, là, bon, des tâches supplémentaires non prévues au contrat, on en a quelques-unes aussi. Je ne m'étendrai pas sur les exemples. Est-ce que je peux me permettre de quoi? Bien sûr, Stéphane? vas-y. Vite, vite. Là. Ce que moi, j'entends, là, quand nombre excessif d'heures de travail, ce qu'il faut que les auditrices et les auditeurs imaginent, là, c'est du monde, vu qu'ils sont associés souvent par le permis de travail fermé à un seul boss, là, c'est du monde qui doivent être énormément disponibles. Fait qu'ils vont être payés un 35, un 32, un 40 heures semaine, mais le reste du temps, sont toujours presque au bout du téléphone, puis ils doivent se rendre disponibles. Fait qu'ils ne sont pas payés.
Mais souvent, vu qu'ils sont hébergés sur place, puis là, je pense à l'hôtellerie, je pense au commerce ou aux travailleurs agricoles, bien, ils sont sur place. Fait qu'ils sont dans une dynamique de travail. Si c'était des travailleurs locaux, entre parenthèses, qui étaient dans cette même dynamique-là de travail, là, bien, ce qui arrive avec les travailleurs locaux qui sont dans la même dynamique, là, c'est qu'ils font du fly-in, fly-out. Ils vont accepter de travailler 80-90 heures dans une semaine, mais ils vont être payés, ils vont travailler 14 jours, puis ils vont avoir des méga déductions, puis des primes de milliers de dollars pour se déplacer dans d'autres régions. Puis après ça, ils vont revenir chez eux pour avoir 2 semaines de congé. Mhm. Bien, les travailleurs étrangers temporaires, eux autres, souvent, sont pognés ces lieux de travail. Fait qu'ils vont travailler un nombre d'heures effarant, puis en plus, ils sont sur place. Et ça compte pas. Tu sais, quand tu parles de tâches supplémentaires non prévues, là, souvent, ce qu'ils vont faire, là, c'est qu'ils vont changer. Puis chez les personnes non syndiquées, c'est flagrant. Ils vont changer les titres d'emploi. Fait qu'ils vont créer des titres d'emploi fourre-tout. Mhm. Fait que je sais pas, moi, dans un hôtel, normalement, tu as quelqu'un dans un bar, tu as quelqu'un qui s'occupe du service aux tables dans un restaurant, tu as quelqu'un qui va faire des chambres, etc. Puis les professions, les titres d'emploi sont vraiment bien définis. Mais quand ils veulent faire ce qu'ils veulent au monde, là, ils vont les appeler commis telle affaire, puis ils vont faire des regroupements de titres d'emploi. Fait que ce monde-là, là, ils peuvent faire 6, 7, 8 tâches différentes avec des heures coupées dans la semaine, avec des heures vraiment nombreuses. Puis on a besoin de toi là, on t'en va là, t'as pas ton mot à dire, t'es pas qualifié, t'es pas formé, c'est pas grave, vas-y, t'es capable, c'est mieux que rien. Ces gens-là ne sont pas traités comme des personnes. Il y a d'autres exemples d'intégration réussie dans des shops syndiqués où ça se passe mieux, mais où on va gratter, là, ce qu'on trouve, c'est vraiment pas chic, là. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, là, tu parlais de ça, là. Il y a 2 travailleurs qu'on appelle Roberto et Miguel qui sont originaires d'Amérique centrale. Puis, je ne vous lirai pas le témoignage au complet, mais c'est ça. À un moment donné, Miguel, on l'envoie sur une autre ferme au motif que il n'y a pas assez de travail pour lui sur cette ferme-là. Fait qu'on l'envoie ailleurs, c'était pas prévu. Et puis, il fait référence justement à ce que tu dis. L'employeur fait irruption dans le logement de façon improvise, sans y avoir été invité. On disait, allez au boulot. Voyons, tu sais, c'est comme... imaginez, votre patron vient chez vous, cogne à la porte un dimanche matin. Allez, viens travailler. Il n'y a pas grand monde qui bougerait ici au Québec. Mais eux, ils sont en telle situation de vulnérabilité qu'ils se ramassent à devoir écouter et obtempérer. Au niveau des conditions de travail, on a aussi des conditions de travail dangereuses. Je veux prendre le temps de parler d'un travailleur que dans le rapport d'Amnesty International, on nomme Henri, qui est de nationalité guatémaltèque. Dans le fond, Henri, il travaille sur une ferme. On lui demande d'exécuter des tâches au niveau de la ferme et tout ça. Puis tranquillement, on lui demande de faire des travaux mécaniques. On lui demande de travailler sur l'outillage agricole. Henri explique qu'il n'a jamais reçu de formation ni d'équipement de protection de la part de son employeur. Un jour, Henri, on lui demande d'aller réparer le système d'évacuation des eaux de la ferme. C'est pas du tout stipulé dans le contrat d'Henri. Évidemment, lui, il obtempère, il est obligé. Son employeur avait déjà creusé un trou de 5 mètres. J'ai bien dit 5 mètres de profondeur. On demande à Henri d'y descendre. Vas-y. Tu sais, le patron, il ne serait pas descendu tout seul, là, mais il envoie son gars. Ce qui devait arriver arriva. Une paroi du trou s'est effondrée. Il s'est ramassé, les jambes bloquées. Henri explique que son employeur l'a laissé là, à côté du trou. Et Henri, il a réussi à se glisser hors du trou en s'accrochant à une branche d'arbre, probablement une racine. Il souffrait énormément. Son employeur lui dit « Oh, ça va aller, tu vas aller mieux. » Il ne veut pas l'amener à l'hôpital. Henri recommence, il insiste pour y aller. Finalement, Henri il appelle un collègue. Il se ramasse à se faire conduire à l'hôpital. Les médecins ont informé Henri qu'il avait une fracture du bassin et qu'une partie de son corps était paralysée. Et l'employeur, je vous rappelle, qui dit « Inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. » Le lendemain, il est opéré. Pendant 2 ans, Henri, il a vécu dans un CHSLD. Il a fait de la rééducation. Finalement, il a réussi à marcher, mais il a encore des douleurs chroniques. Pensez-y, là, si on lui avait offert des conditions de travail sécuritaires, si on lui avait laissé le choix aussi de refuser. Vous savez, au Québec, on peut refuser de faire une tâche trop dangereuse. Il n'en serait pas là. Alors oui, il marche de nouveau, mais oubliez ça, les travaux agricoles pour lui. Donc, sa vie privée, elle peut être, et sa vie professionnelle, elle est extrêmement affectée. Et on n'est pas dans un conte de Dickens, là. On est au Québec dans les années 2020. Là. N'oubliez pas ça. Là. On a parlé tantôt des logements insalubres. Ça a déjà été dénoncé dans les médias. Puis François l'a nommé tantôt. Il n'y a pas de petites économies pour certains employeurs. Là, moi, je veux prendre le temps parce que Amnesty International dénonce des violences racistes et sexistes. Et je veux prendre le temps de vous parler du cas d'une femme qui s'appelle Bénédicte, qui, elle,
témoigner en disant « Je ne m'attendais pas à être une esclave, on m'a fait des promesses. Tout ce que j'ai supporté dans l'espoir d'avoir mes enfants au Canada. » Souvent, la personne vient en premier, puis ensuite veut faire venir ses enfants. Donc, elle a enduré tout ça parce qu'elle voulait une vie meilleure pour ses enfants. Puis Bénédicte, elle vient du Cameroun. Donc, l'employeur l'a fait venir à coût de 10 000 $ à un recruteur. Là, c'est Bénédicte qui a payé ça au recruteur. Ensuite de ça, elle se ramasse avec un contrat où il y avait un salaire, il y avait des périodes de pause, il y avait toutes sortes de choses. Le contrat avait l'air tout à fait correct. Sauf que quand elle arrive, elle se retrouve donc sur une exploitation agricole qui fait de la volaille. Et ben, là, elle découvre qu'elle n'a pas le droit de quitter la maison. Elle n'a pas le droit d'avoir un téléphone portable parce qu'elle a un statut de migrante. Ensuite, elle découvre qu'elle va travailler 70 à 80 heures par semaine. Et Bénédicte, elle ne fait pas juste des tâches agricoles. Ben non, elle fait des tâches domestiques, du jardinage et le ménage au domicile de l'employeur. En plus, évidemment, de son travail agricole qui, lui, n'a pas été effacé en cours de route. Elle explique qu'elle est extrêmement contrôlée par son employeur, par le recruteur. Elle mentionne qu'ils avaient accès à ses cartes bancaires et qu'ils lui volaient de l'argent. Elle ne pouvait pas sortir de la maison sauf une fois pour aller faire des courses, toujours accompagnée par son recruteur. Comme les deux travailleurs qu'on a vus tantôt, l'employeur arrivait dans son logement à l'improviste pour inspecter sa chambre. Et là, vous me voyez venir, elle dénonce le fait qu'elle a été harcelée et agressée sexuellement. Donc, les violences sexuelles, les violences physiques, les violences psychologiques. Et Bénédicte, après ça, quand une autre travailleuse est arrivée, ben, elle a été transférée dans une autre exploitation. Comment on peut faire ça à un être humain? Moi, j'entends ça, puis je me dis, comment tu peux te sentir suffisamment supérieur à un autre être humain pour lui faire vivre tout ça? Là, on n'est pas dans un sous-sol en Pennsylvanie avec un tueur en série. On est avec un employeur qui, légalement, a fait venir cette travailleuse-là. Ça, c'est au Québec dans les années 2020. Donc, j'aimerais qu'on prenne vraiment conscience de tout ça. Là, ça dépasse les problèmes de permis, puis tout ça, ça devient une question de droits humains, puis de violence physique et psychologique intense. Là, c'est effectivement. Abominable. Effectivement, puis je reviens à ce qu'on a dit au début. Le droit puis toutes les politiques migratoires du Canada, c'est ce que Amnesty dénonce. Ça ouvre la porte à tout ça. Ça met la table pour tout ça. Au niveau de la surveillance, il y a dans le rapport un autre témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Gabrielle qui, elle, un peu comme Bénédicte, ne pouvait pas faire les courses seule. En plus, elle devait aller juste dans une épicerie, une seule, qui était, comme par hasard, tenue par un ami de l'employeur. Donc, il devait y avoir un échange de bons procédés à ce niveau-là. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps de nous rendre compte à quel point, au niveau systémique, on favorise ça. Donc là, je pense qu'on devrait arrêter de faire la leçon aux autres pays, soi-disant en voie de développement, ou je ne sais trop comment on les appelle. Et je pense qu'on a le devoir en tant que... Puis là, j'allais dire en tant que syndicaliste, en tant que personne impliquée politiquement, mais je vais aller plus loin. En tant qu'être humain qui a juste un peu de respect pour les autres êtres humains, on ne peut pas laisser ça aller. Et la première étape pour mettre fin à tout ça, c'est la fin des permis fermés. On va prendre un dernier témoignage qui est dans le rapport. Et il est question d'une personne dont le nom fictif est Stacy. Elle écrit « Nous sommes comme des esclaves liés à un employeur. C'est de l'esclavage moderne indirectement. Le permis fermé donne la possibilité aux employeurs de nous maltraiter. Les abus commencent du fait que les employeurs payent si cher pour nous embaucher, entre parenthèses, qu'ils estiment que nous devons faire tout ce qu'ils veulent. Ils pensent, c'est pas possible que je dépense mon argent pour rien, tu vas faire ce que je veux. » Donc là, on est en train de décrire la prise de possession de la vie d'une personne. On vient d'acheter quelqu'un. Là. Prenez le temps d'imaginer et de vous rendre compte que dans notre pays en ce moment, il y a des gens qui s'achètent des immigrants, des travailleurs, des hommes, des femmes, des mères, des pères, des frères, des enfants. Ils les achètent pour contribuer à leur entreprise au mieux ou à leur délire criminel au pire. Mais on ouvre la porte avec ça. Il est vraiment temps qu'on mette fin à tout ça. François, tu voulais réagir? Vas-y. Bien, ça démontre tout l'aspect systémique de la chose. Le permis de travail fermé crée 2 classes de travailleurs, crée cette extrême vulnérabilité-là, laisse place à cette violence-là lorsqu'il y a des abus. J'allais rebondir aussi en disant que dans un autre ordre d'idée, avant qu'on aille plus loin par rapport à ce sujet-là,
de dire que, puis là, je fais un petit peu un rewind, je reviens au début, là, quand on parlait de ce qu'on essayait de faire dans les syndicats. C'est important de voir qu'il y a aussi des groupes de travailleuses et de travailleurs qui, de par leur syndicat ou de par d'autres façons, réussissent à se solidariser puis développent cette résilience importante-là, puis réussissent à trouver, avec l'aide de syndicats, par exemple, comme nous, on fait dans la région, une voie de passage. Mais ce qui est sûr, c'est que même à travers les démarches qu'on fait avec eux, de francisation, d'accompagnement pour régulariser leur statut, d'aller chercher un certificat d'acceptation du Québec ou certificat de sélection du Québec en passant par le test des valeurs, en pouvant aller jusqu'à la résidence permanente, à tous les moments où ils peuvent nous l'exprimer, ils nous le disent à quel point ils trouvent ça difficile, puis ils se trouvent chanceuses et chanceux d'avoir du monde qui les aide à trouver un peu leur marque là-dedans parce que la paperasse est compliquée, etc. Fait que ça donne un paquet de belles histoires, mais entre les belles réussites et les belles histoires, quand on jase, dans les soirées dans laquelle tu es souvent aussi, puis qu'on accompagne les travailleuses et travailleurs, bien, il vient toujours un moment où ils nous parlent, entre les démarches qu'on fait pour les aider dans leur dossier, où ils nous disent « Hey, c'est vraiment pas évident, j'ai pas arrivé à trouver tel document, je parle pas la langue, là, mais maintenant je commence à parler mieux français. » Puis ils ont l'impression que tout ce qu'on fait, c'est leur mettre des embûches, tu sais. Fait que ça, c'est pour ceux que ça se passe le mieux, tu sais. Ouais. Fait qu'imagine pour ceux que ça se passe le pire, dont tu fais état, là, puis dont tu donnes des exemples dans le rapport d'Amnesty, qui donne vraiment froid dans le dos, tu sais. Puis tu as une partie de la réponse, c'est clair, en disant, il y a des employeurs qui sont moins humanistes, puis je pense qu'on voit ça beaucoup chez les travailleurs agricoles, là, de ce que je vois dans la littérature, de ce que je vois dans les films documentaires ou dans les fictions qui ont été inspirés de faits vécus, mais le fait de payer des montants à des agences et aussi pour les permis de travail, ça dédouane certaines personnes, puis ça leur fait descendre leur code de valeur, puis leur fait faire des affaires qui n'ont aucun sens, puis qu'ils ne feraient jamais avec des travailleurs locaux parce qu'ils se diraient « c'est illégal, qu'est-ce que je suis en train de faire? » Et non seulement c'est illégal, mais c'est immoral. Fait qu'avec des gens qui arrivent d'ailleurs, pour eux, ça leur paraît plus acceptable, bien que ça l'est pas du tout. Fait qu'il va falloir continuer de le dénoncer, ça. Peut-être que vous ne pouvez pas aider directement des travailleurs immigrants, peut-être que vous n'en côtoyez pas, mais la première chose que vous allez devoir faire, c'est une prise de conscience, et c'est de ne plus croire les gouvernements quand ils vont vous dire les immigrants ci, les immigrants ça. Je vous le dis, il y a un agenda, et cet agenda est au service du patronat, il est au service des puissants. Nos élus sont bien souvent des valets des puissants, et ils ne bougeront pas le petit doigt, à moins qu'il y ait une mobilisation populaire. Et j'ai le goût de boucler la boucle en disant, quand on me demande « Ouais, tu vas faire une manif pour les immigrants, ça sert à quoi? » C'est parce que plus la manif est grosse, et à chaque année, on a plus de gens, plus on en parle dans les médias, plus cet épisode va circuler, puis bien humblement, on va faire juste notre part avec cette conversation-là, plus les gens vont prendre conscience que il n'y a pas une grosse différence entre ce qu'on vient de décrire et la traite de personnes qu'on dénonce quand elle est faite par le crime organisé. Le niveau de violence est certes un peu inférieur, mais pas tant que ça. Donc, je pense que ça va être important, puis François, je vais te laisser conclure, mais je pense que ça va être important, dans un premier temps, de prendre conscience qu'il se passe des atrocités dans notre propre pays et que juste en changeant notre mentalité, on fait déjà un pas en avant pour que ça cesse. Rappelons-nous, tu as vraiment raison, Stéphane, puis rappelons-nous que ces personnes-là sont d'abord et avant tout des personnes, que ce sont des humains qui ont laissé, que ça leur coûte de venir ici parce qu'ils ont laissé beaucoup derrière eux, leur famille, leurs amis, leur maison, leur culture, qui arrivent ici, qui veulent, avec tout le bien du monde, qui veulent intégrer, nous autres, notre travail, puis notre sens commun, puis le sens de l'humain. Ce qu'il faut faire, c'est les accueillir, les aider à faire tomber les barrières, les accompagner comme syndicat dans toutes leurs demandes en lien avec le logement, en lien avec leur statut, en lien avec la santé et sécurité au travail, en lien avec l'intégration, en lien avec la langue. C'est de les accompagner dans les diverses étapes compliquées administratives. C'est de les aider à briser leur chaîne pour qu'ils puissent être émancipés, faire venir leur fratrie,
c'est de se battre politiquement pour combattre l'espèce de fermeture sur soi, fermeture sur l'autre. C'est de combattre ça, combattre le racisme, favoriser l'intégration dans nos syndicats, qu'ils soient CSN ou ailleurs, créer des comités de relations interculturelles, accompagner ce monde-là, être avec eux à toutes les étapes. On n'a pas le droit de laisser personne derrière. Les injustices que ces personnes vivent là, ce sont des injustices qui touchent tout le monde. La façon dont on traite les personnes issues de l'immigration, les travailleuses et les travailleurs étrangers temporaires, comme on traite les plus vulnérables de la société, c'est exactement le barème qu'il faut utiliser pour voir la qualité dans la société dans laquelle on vit. Il faut être tolérant, il faut avancer vers des projets communs avec ce monde-là. Puis un des outils majeurs qu'on a, c'est le syndicalisme, c'est la protection des travailleurs. Puis il faut leur faire de la place dans nos syndicats locaux. Il faut qu'il y ait des personnes élues qui soient issues de l'immigration. Il faut que les membres, s'ils sont 10, 20, 30 % dans la démocratie, on leur donne tout l'espace qui leur revient. Il faut être à l'écoute, il faut aller à leur rencontre. Et c'est en allant à leur rencontre que nous aussi, on va grandir là-dedans. Puis politiquement, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, il faut dénoncer toutes les mesures qui viennent restreindre les droits de ces personnes-là, qui viennent placer 2 classes de travailleurs, parce qu'il y a juste une classe de travailleurs, c'est la classe ouvrière. Puis ça, c'est le 99 %. Le 1 % là, dont font partie les politiciens, dont font partie les ultra-riches, tous ceux qui contournent de toute façon les lois, là, ils vont toujours être frileux à ce qu'on aide ces camarades-là, puis ces travailleuses et travailleurs-là de façon plus importante, parce que ça ne les sert pas. Le capitalisme ne sert pas ces personnes-là. Fait que nous autres, faut jouer l'avant-garde et il faut jouer le rôle de chien de garde. Puis notre rôle est vraiment important. Ça, c'est pour les rôles syndicaux. Mais si je peux me permettre, socialement, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, dans nos communautés, il faut faire la même chose. Quand il y a des situations d'injustice, il faut les dénoncer. Il faut mettre en place des trucs alternatifs pour accompagner ces personnes-là. Fait qu'il faut absolument boucler la boucle humaine et traiter ces gens-là comme on voudrait être traités. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On ne laissera pas personne derrière et on va les accompagner jusqu'au bout. Ben écoute, c'est une très belle conclusion pour cette conversation. Merci François, c'était vraiment super agréable. Puis peut-être qu'on va se reparler sur d'autres sujets dans Lanceur d'Arrête. C'est quand tu veux. Merci. Merci de ton invitation, Stéphane. Alors voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Merci encore à François Proux-Dupéré pour sa générosité et pour son temps. Les rapports dont il est question dans l'épisode, celui du rapporteur spécial de l'ONU et celui d'Amnesty International, vous allez pouvoir les retrouver sur le site web de Lanceur d'Arrête, lanceur d'arrête au pluriel toutattaché.ca, lanceur-d'arrête.ca, dans la section ressources. Vous pourrez prendre le temps de consulter les rapports dont on parle dans l'épisode. Je vous laisse là-dessus. Merci énormément encore de votre écoute, de votre soutien. On n'oublie pas de partager le podcast. Envoyez-le à quelqu'un qui pourrait être touché par le sujet d'aujourd'hui. Et puis peut-être qu'en faisant boule de neige, on va réussir à faire changer les choses. À bientôt!